footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour Anne-Juliette, Bonjour Jess. comment tu vas? Super. En ce 10h du matin, hein, on est pas mal. On se 10h du matin, On est pluvieux. Pluvieux à Mais- Paris, effectivement. Le soleil sera dans notre voie. Exactement. Moi qui étais, comme j'habite Montpellier, tu vois, lundi j'étais sous le soleil. Et là, je me retrouve sous la pluie parisienne, mais en bonne compagnie. Donc, je suis ravi. En tout cas, merci d'avoir accepté de tourner ce nouvel épisode d'Hors Normes. Anne-Juliette, je suis ravi d'interviewer aujourd'hui. Tu es DRH de Nanobiotics. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que Nano et nous repréciser peut-être ton périmètre pour lancer ce nouvel épisode? Avec plaisir, avec plaisir. Nano, c'est une petite pépite de la biotech. Qu'est-ce qu'on fait chez Nano? On développe des thérapies innovantes à base de physique. Et ça, dans le monde de la santé, c'est pas classique. En général, tu entres par la chimie, la biologie, mais tu entres pas par la physique. Ouais. Et nous, on a été créé il y a 20 ans par une équipe pluridisciplinaire, mais l'idée par un physicien, avec cette idée que, avec de la nanophysique, tu pouvais entrer à l'intérieur des cellules humaines Ok. et aider à faire un certain nombre de choses. En l'occurrence, ce qu'on fait en ce moment avec notre technologie phare et majeure, c'est de la cancérologie. Et on va venir essayer de potentialiser les effets de la radiothérapie pour tous les patients qui ont un cancer et sont soignés par radiothérapie, ce qui représente à peu près un patient sur deux, tu vois. Ouais, pour tout type de cancer. Alors, il faut, en cancéro, malheureusement, tu ne peux pas arriver sur le marché et dire « coucou, je soigne tout Ouais. ». C'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu dois faire tes preuves, indication par indication. Néanmoins, une des beautés de la physique, c'est que, comme c'est un effet physique qui se produit, tu peux raisonnablement imaginer que ça va se produire indépendamment de l'endroit du corps et du milieu biologique dans lequel ça se produit. Ok. Donc pour l'instant, on a commencé dans tous les cancers d'IORL, qui sont des cancers assez méchants, tu vois, c'est les cancers des fumeurs, des buveurs, des excès de la vie en tout genre, pour lesquels j'ai beaucoup d'indulgence, mais qui peuvent être des cancers super handicapants, qui t'empêchent d'avaler, de mâcher, etc., Ah ouais, d'accord. Ouais. de respirer. Et puis, donc ça, c'est notre première indication. Et puis après, maintenant, alors on a un partenaire pharmaceutique qui s'appelle J&J, qui lui fait un essai dans le poumon. Ok. Voilà, et on a plein d'autres indications dans le pipeline. Et puis un jour, cette techno, elle ira ailleurs qu'en cancérologie, mais on se reverra. Et donc toi, en tant que DRH, membre du comité de direction aussi de Nano, quelle est ta mission? Ouais, alors on est un peu plus qu'un codir, on est un directoire. Nous, on est une société à D'accord. directoire, ce qui Ok. nous donne, ce qui est pas mal parce que tous les quatre, on peut, sous réserve évidemment d'interaction avec un conseil de surveillance, mais on peut quand même présider aux destinées de notre entreprise un peu comme on le souhaite. Ok. Donc c'est vraiment une sensation d'être entrepreneur qui est plutôt sympa. Alors qu'est-ce que j'y fais dans ce directoire? Ma foi, c'est de diriger Nano comme je peux avec mes trois collègues. Et puis blague à part, en termes d'expertise pure et dure, la voix que j'apporte moi un peu à la table de ce directoire, c'est à la fois la voix de l'entreprise, des équipes, des employés, du système, qui est un groupe humain qui se réunit pour faire un truc. Ouais. C'est ça que ça fait un DRH, en fait. Donc ça remonte une température du système, ça fait redescendre des intentions, ça crée tous les systèmes de rémunération, de récompense, ça crée tous les symboles et les systèmes qui tiennent la boîte, qui l'aident à se développer pour répondre aux besoins business que tu définis, quoi. Donc c'est ça que ça fait un DRH. Accessoirement, ça, je ne sais pas si c'est lié au job title, mais c'est dans ma formation plutôt d'avoir un œil sur les sociétés humaines, sur ce qu'une entreprise fait quand elle est inclue dans un tissu économique plus large, dans un système éventuellement social, politique plus large. Et donc, moi, j'aime bien apporter la voix aussi du reste du monde. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du travail? Qu'est-ce qui évolue sur les attentes des différentes générations qui rejoignent les boîtes, etc. Je pense que c'est assez commun à tous les DRH, ça. Ça, envers tes collaborateurs? Et envers mes camarades du directoire, les deux. Ouais. Et vers l'extérieur? Ouais. Ça peut m'arriver, ouais. On va en parler, je pense, hein, mais
le job market, si tu me permets les anglicismes je pense qu'on va en avoir beaucoup parce qu'on travaille en anglais, alors des fois. Mais le marché de l'emploi, si tu veux, ou le bassin, le pool, comme on dit, le vivier dans lequel tu cherches des gens qui tentent les aventures de start-up en général et de biotechnologie en particulier, c'est un vivier qui est quand même un peu particulier. Mais c'est néanmoins très intéressant d'avoir une connexion avec Avec le le marché du reste. travail d'ensemble. Et justement, cette volonté d'apporter un peu cette approche, là, on va remonter un peu Allez. le temps. D'où pars-tu pour en arriver on va remonter un peu, effectivement, Alors, le temps jusqu'à aujourd'hui, mais d'où pars-tu? d'où est-ce que je pars? D'où est-ce que je pars et donc d'où est-ce que je parle? C'est une vraie question. Euh, Ce que je trouve intéressant, effectivement, ta fonction au ouais. sein de Nano, et effectivement, tu fais un peu de teasing de cette Ah non, mais bien approche. sûr, bien sûr, Je bien ne suis sûr. pas certain, pour côtoyer beaucoup de DRH, effectivement, il y a effectivement des DRH qui ont cette approche systémique. Mm. Je ne la retrouve pas forcément auprès de tous. Ok. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien comprendre D'où finalement ça le vient. fil, Ouais. d'où ça vient. Alors, je sais, tu sais, ouais, je sais pas exactement d'où ça vient. Ce que je sais, Toi, c'est que quand j'étais t'es jeune, parisienne à l'origine? je suis pas parisienne à Non. l'origine, et quand j'étais jeune, je me suis pas dit je veux être DRH. D'accord. D'accord? J'y suis venue par cercle, petit à petit. D'accord. Et en même temps, même s'il faut toujours se méfier des lectures rétrospectives, je vois pas très bien quel autre job je pourrais occuper dans C'est une vrai? entreprise privée. Ouais. Ah ouais. Oui, parce que Aujourd'hui, c'est une évidence. aujourd'hui, c'est une évidence, ouais. Alors, te dire où ça remonte, j'en sais rien. Moi, je suis née à Strasbourg, sans attache alsacienne particulière, mais j'avais des parents un peu nomades. Mon papa était un homme de médias et de télévision en particulier. Donc, D'accord. il a eu des postes dans plusieurs stations régionales. À l'époque, ça s'appelait FR3. Ah oui. France 3. Ah bah oui. Même, je crois qu'au début de sa carrière, ça a dû s'appeler l'ORTF. Je vous parle d'un temps, etc. Et voilà. Et du coup, il tournait de station régionale, de FR3 en station régionale, D'accord. régulièrement. Donc, on a déménagé. Voilà, après l'Alsace, il y a eu les DOM-TOM. Il y a eu la Guyane, il y a eu la Martinique. Tu Ah vois. ouais, Voilà, il y a eu pas de la mal voyagé. Bourgogne, il y a eu de la région, il y a eu Lyon, Rhône-Alpes-Auvergne, voilà. Et puis bon, ma trajectoire c'est séparée de celle des parents pour faire mes études, en fait, quand je suis venue à Paris, voilà, tout simplement. Et tu as fait quoi comme étude? Alors là, on va enchaîner un joli CV à la française, tu sais, très, Ok. très classique, presque je m'en excuse. Donc je suis normalienne, je suis ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, je suis agrégée de littérature. Ok. Je suis diplômée de Sciences Po également, des langues O. Pas parce que je voulais collectionner les titres, c'était pas le sujet, mais je voulais apprendre, quoi. Je suis quelqu'un d'un peu curieux. Et donc, tant que je pouvais absorber des trucs nouveaux... Normal Sup, Sciences Po. Pourquoi le... Ouais, ça se fait un peu en même temps. Pourquoi parce que je pense que j'avais... pourquoi ce que l'ENS et la grecque de lettres, qui pour moi est dans la même catégorie, si tu veux, ce qu'un cursus académique un peu exigeant, machin, a nourri, c'est quoi? C'est une forme de curiosité intellectuelle, c'est une forme de sensibilité qui se reconnaissait dans la littérature, quoi. Je sais pas comment te dire ça. La voix d'un auteur me parle, me parle. Je vais pas tourner Tu n'es l'étape. pas Jeanne d'Arc. Non, ça, je vous rassure, tout va bien. Mais je veux dire, j'entends sa voix et la spécificité de sa voix par rapport à celle d'un autre. Voilà, j'étais pas assez forte en langue ancienne pour, comme certains de mes grands maîtres, entendre la spécificité de la voix de Cicéron par rapport à celle de Suétone ou celle de je sais pas qui. Si tu veux. Ça, moi, j'avais pas la langue qui me permettait de sentir ça. Mais en revanche, en littérature française, ouais, vachement. Donc voilà, ça nourrit ça, je pense. Okay. Et qu'est-ce que Sciences Po nourrissait? Je pense que c'était plus ouverture au monde, lecture socio-économique, éventuellement sociétale, comme on dit avec ce pas très joli mot de nos jours, mais voilà, enjeu, qu'est-ce qui se passe pour la société des humains ici, maintenant, et dans les différents pays du monde, quoi. Et donc, voilà, j'ai vraiment très longtemps hésité entre une carrière purement académique, de prof de littérature, quoi. Ouais, t'as vraiment le plus longtemps envisagé possible. ça. Okay. Ouais, jusqu'à la deuxième année de thèse.
Donc, Ah je ouais. suis allée vraiment le plus loin que je pouvais. Et je faisais en même temps Sciences Po, en me disant, ah, voilà, un pied dans le savoir, un pied dans le siècle, que faire? C'est compliqué. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, voilà, j'ai un infini respect pour les chercheurs. C'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui j'en côtoie beaucoup, même si c'est en sciences, mais peu importe, mais c'est le même, ce sont des démarches qui se ressemblent en fait. Ouais, complètement. Dans la rigueur, Ouais. dans l'approche du monde, dans la Ouais. curiosité, dans une forme d'humilité vis-à-vis du savoir, etc. C'est la même chose. Une envie de comprendre, en tout cas. Absolument. Ouais. Et du coup, infini respect, mais je m'y suis moins vue, à tort ou à raison, quand on est jeune, Ouais. tu sais, on fait des hop. Voilà. Et donc, je suis partie plutôt à fond dans une carrière qui aurait pu être publique par Sciences Po, tu vois, qui aurait pu être fonction publique d'État. Ou voilà. Je me suis retrouvée en fait dans la fonction publique territoriale, directeur de cabinet d'un élu local dans l'Essonne. Ok. Et puis les hasards de la vie ont fait que de là, j'ai rejoint un organisme qui faisait de la formation professionnelle pour les élus et pour les cadres de la fonction publique territoriale. Hmm. Et à partir de la formation, tu vois, c'est cette majeure qui s'est un peu imposée, qui ressemblait un peu à de l'éducation, mais de l'éducation pour le monde professionnel, lifelong learning, qu'est-ce que c'est que, tu vois, voilà. C'est à ce moment-là que finalement Et là, tu ça a cristallisé. commences à toucher du doigt la fonction RH. Exactement, sans le savoir, mais c'est là où ça se cristallise. En fait, tu vois, tu la touches la fonction RH quand tu fais cours, en vrai. Tu essayes de transmettre un truc pour que des gens grandissent en face. D'accord. Pas pour qu'ils te recrachent ce que tu leur as dit, pour qu'ils grandissent en capacité à comprendre et avoir une prise. Celle-là, on va la garder, c'est une jolie définition. Mais c'est vrai, je te jure. Non, mais je trouve ça génial. Enfin, n'importe quel prof te dira ça. Enseigner, c'est pas ressortez-moi le cours, c'est est-ce que j'ai fait de vous un citoyen? Ouais. Le fil est un peu long, mais c'est exactement ça. bien C'est sûr, est-ce que j'ai bien fait sûr. de vous quelqu'un capable de ne pas prendre pour argent comptant Ce que je vous ai raconté, de le challenger. exactement. Challenger, mettez-le à distance, mettez ça au regard de ce qu'on vous dit ailleurs, à la maison, sur un réseau social, je sais pas quoi, dans un média. Ah oui, enfin, je refais le lien avec ce que tu disais en début d'interview. Donc, Effectivement, c'est c'était besoin déjà RH. d'avoir cette approche systémique en permanence et faire des grands écarts pour être peut-être dans le juste équilibre en permanence. Ouais, alors je sais pas. Alors, je suis pas Je sais pas nécessairement. si c'est l'objectif, mais Ouais, je suis pas forcément drivée par une notion d'équilibre. En tout cas, j'ai 51 ans maintenant et j'ai mis bien longtemps à sentir ce que c'était qu'un point d'équilibre. Je l'ai cherché par des tas de déséquilibres successifs, on en parlera peut-être. Donc, je suis très mal placée pour donner des leçons d'équilibre, je dois dire. Mais plus que l'équilibre, c'est quelque chose d'une forme de justice, tu vois, on a des causes qui nous animent, ouais. Et alors, ça va être, pour certains, je sais pas quoi, la pauvreté, les inégalités, je sais pas quoi, la guerre, whatever. Et moi, il y a ce côté, mais parce que je suis passée par une éducation exigeante, etc., il y a ce côté, l'éducation est à peu près la seule pierre qui tient ensemble une société, quoi. C'est-à-dire, arrête d'enseigner les maths et 20 ans après, tu as une guerre. Enfin, je caricature à peine parce que tu vois bien la polarisation des sociétés aujourd'hui. Tu vois bien les gens qui surréagissent, pris dans des réseaux, dans des délires, dans des communautés qui se referment, etc. par méconnaissance. Mais ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr. Et voilà, donc d'une certaine manière, c'est un peu tiré par les cheveux sans doute, ou un peu lyrique peut-être, pardon, mais c'était déjà de la RH, je crois. C'était déjà, qu'est-ce que c'est que faire communauté, c'est quoi un socle de savoir ou d'approche qu'on peut avoir ensemble. Et ça marche pour une classe, ça marche pour un lycéen, tu vois, ça marche pour une classe d'âge, ça marche pour une entreprise. Et puis après, est-ce que vous vous sentez dans un environnement où vous êtes développé de manière bienveillante Ça, auprès de cet élu, tu vas le faire combien de temps? Je ne l'ai pas fait super longtemps, j'ai dû le faire 2 ou 3 ans, 2 ans je pense, parce que tout simplement les élections municipales de 2001 arrivaient. Okay. Et donc cet élu ne souhaitait pas se représenter. Donc fin du mandat. Donc fin du mandat, donc en directeur de cabinet, ton mandat est lié au sien, tu vois. Ouais. Et voilà, alors après, là, ça a été un premier crossroads, si tu veux, un peu premier croisement de chemin, en me disant, bon, alors, plusieurs options. Est-ce que vraiment, du coup, des fonctions de cabinet, je rejoins vraiment la fonction publique territoriale? Comme tu sais, j'étais professeur agrégé, je pouvais
plus compliqué, je pouvais être détaché, enfin, je pouvais être fonctionnaire territorial, D'accord. c'était pas compliqué. Donc est-ce que vraiment je vais faire ça, c'est-à-dire reprendre soin d'administrer, tu vois, dans des Ouais. villes, Là, dans tu des aurais fait une villages. carrière vraiment dans le Voilà, public. voilà, dans le public, c'était tout à Ouais. fait plausible, parfaitement respectable. J'en avais assez envie d'ailleurs. Donc c'était vraiment une option. Et l'autre option, c'était peut-être, mais je pensais pas nécessairement à rejoindre l'entreprise. Enfin voilà. Ouais. Et puis tu sais comment ça se passe, un chasseur de tête passe, te convainc C'est- avec talent. On n'est pas mauvais. On essaie. Vous Voilà. n'êtes pas mauvais, On vous n'est êtes pas pas mauvais. mauvais. Tu te dis, je suis encore jeune, explorons. Et voilà, et c'est comme ça que Et là, tu j'ai bifurques rejoint l'entreprise. vers. Donc là, je bifurque vers cette fameuse structure qui s'appelait le Forum pour la gestion des collectivités. Ouais. Et puis après, à nouveau de 3 ans, à m'occuper de l'offre de formation, ce que c'était que développer des élus. Les élus, du coup, nouvellement nommés en 2001, nouvellement élus, tu vois, qui arrivaient. Il y avait D'accord. des femmes qui arrivaient, parce qu'il fallait une parité qu'il n'y avait pas avant. Donc, tu avais des personnes très société civile qui, du coup, n'avaient pas les réflexes. Donc, c'était assez intéressant à faire. Et puis, à partir de là, un autre confrère, chasseur de tête, repasse et me dit, savez-vous qu'on fait de l'éducation de manière extrêmement intéressante, exigeante, etc., dans les très grandes entreprises. Ça s'appelle les universités d'entreprise. Donc, j'ouvre des grands yeux. Moi, je n'avais pas de référence du privé du tout dans ma famille autour de moi. Ah, Bon. quand il te parle de ça, ce chasseur, ça fait pas écho chez toi tout de suite, en tout Rien, cas. zéro, non, je connais pas. Ah oui. Voir Ok. l'entreprise de là où je suis à ce moment-là, je te rappelle, hein, normalienne, fonctionnaire, Ouais, ouais. public, enfin, tu vois, je suis dans une notion un peu, je vais pas dire je suis tout Et, sauf anticapitaliste, mais en tout cas, la grande entreprise, j'imagine ça comme, tu vois, et au sein 500 000 agents de. économiques qui Ah se ouais. présentent le matin dans un costume et qui déroulent Et une au roadmap, sein tu vois. de Sciences Po, il n'y a pas une approche aussi de cet univers-là? Bah écoute, moi j'avais fait une majeure affaires publiques, donc si Ah oui, j'ai dû donc, rater, ouais, j'ai d'accord. dû Oui, rater toi, le t'es point. passé à côté là. Ok. Non, je suis à ce moment-là, tu vois, j'ai 20 ans et je pense vraiment être agent public. Moi, je vois pas le point de la grande Ah entreprise. oui, tu vois, c'est marrant parce Je qu'on vois a pas. échangé plusieurs fois Ça me ensemble parle pas. et c'est maintenant que je prends la mesure, finalement, où vraiment, au début de carrière, tu étais parti pour faire du public Ah à fond ouais, les ballons, ouais, quoi. bien sûr. Ah ouais, Mon seul choix, c'était est-ce que je fais du public en enseignant, en étant ouais, enseignant-chercheur, parce que je suis formé pour ça, ou est-ce que je fais du public dans l'administration publique, tu vois, mais je ne voyais pas un autre monde. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Et alors, je sais pas, donc ce confrère passe, il me dit, mais tentez le coup, c'est pas que des méchants, je vous présente à mon client, vous allez voir. Et puis voilà, puis comme toujours, c'est des rencontres, tu vois. Donc je trouve des gens extrêmement, je sais pas comment dire, intellectuellement déliés, qui en fait me racontent des tas de choses sur les enjeux du capital humain à l'intérieur d'une entreprise où je vois que c'est un sujet stratégique, ce que j'imaginais pas du tout, tu Mmh, vois. mmh. Je vois qu'on pense les carrières, je vois qu'on pense les développements, je vois qu'une université d'entreprise, c'est Là, on parle de quelle entreprise? AXA, AXA. pour laquelle j'ai vraiment encore beaucoup d'attachement. J'y suis resté 15 ans. Donc, Ouais. c'est un peu ma deuxième alma mater après l'université, si tu veux. Et voilà. Et donc là, je vois vraiment une approche du développement waouh, que j'imaginais pas, consciente. Là, tu rentres sur quel poste? Donc, je rentre à l'université d'entreprise qui s'appelait AXA Université, qui s'appelle Ok. toujours, Ouais. je crois. Et je rentre. Je sais même plus, je crois que je rentre en charge d'un certain nombre de programmes de développement pour les dirigeants du groupe. D'accord. Qui était un peu la couleur de l'université à l'époque. Il y avait un peu cette idée que quand tu étais collab dans toutes les filiales, etc., tu étais développé localement. Et puis, Ok. il y avait un certain nombre de personnes qu'on destinait aussi à tourner internationalement et dont on voulait qu'ils harmonisent un peu leurs pratiques. Donc, université d'entreprise. Mmh. Et en fait, pendant que j'y étais, sous l'impulsion de l'équipe et puis de la personne qui dirigeait l'université à l'époque, on se dit, en fait, on peut en faire un support à la stratégie de l'époque du groupe, qui était une stratégie de consolidation. On avait beaucoup cru de manière exogène, donc il y avait des confettis Ok. un peu partout, etc. Donc tu avais un enjeu de normer un peu les différentes pratiques des familles professionnelles. C'est le grand moment où on crée des professional families et où on D'accord. se dit, voilà, la famille du risk management, comment on approche le capital, voilà, tous ensemble, la famille, je sais pas quoi, moi, marketing, achat, enfin, tu vois, Ouais, je vois, voilà, ouais, on fait ouais. des grandes verticales. Et les patrons sans trop de fonctions se disent, mais bon sang, mais c'est bien sûr, avoir une école métier du marketing, des achats, du risk management, de l'accounting, de je sais pas quoi. C'est aussi une façon pour moi de sponsoriser un truc pour l'ensemble de ma communauté métier dans le monde, de Ah faire oui. venir des gens vers Paris, de faire éventuellement des sessions déconcentrées dans les différents points du globe. Enfin, tu vois, c'était Ça, cette gestion des compétences, quand tu sacré arrives chez racinement. AXA,
Est-ce que pour toi, il y a un écart énorme entre ce que tu as connu dans le public ou peu finalement? Si, en fait, ouais. En fait, Ouais, je il y le a un trouve, écart, ouais. et finalement, tournante à l'avantage du privé à ce moment-là dans ma tête, quoi. Vraiment, je trouve que c'est conscient, écrit, qu'on peut être extrêmement, pour le coup, on peut être systémique, on peut aligner ce qu'on fait en learning and development avec ce qu'on fait en talent management dans la gestion des carrières, avec ce qu'on fait, tu vois, dans la REM, Ouais, en compète-med, en reward. Enfin, ouais. tu peux vraiment, tu as tous tes outils, tous tes systèmes en main Mm. pour commencer à te poser les bonnes questions. Tu alignes ça avec la culture d'entreprise que tu veux pousser, tes leadership frameworks. Enfin, tu vois, là, je vois une approche intégrative Ouais, de la gestion du capital humain, si finalement c'est assez moche ce mot, mais tu vois ce que je veux dire, la gestion des ouais, gens, bien en sûr, fait. bien Et sûr. alors, voilà, je vois une gestion de l'engagement aussi. On commence à parler à l'époque, maintenant c'est tarte à la crème, la guerre des talents, en tout cas c'est beaucoup remotivé en ce moment par les difficultés à recruter. Ouais. Mais voilà, il y a 20 ans, c'est déjà là, tu vois. C'est Mm. déjà cette idée que qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise, en tout cas dans le secteur dans lequel nous on était. Mm. C'est bon, de l'IT, des modèles qui tournent évidemment, et c'est du jus de crâne, quoi. Ouais, C'est bien des sûr. actuaires qui savent regarder un risque et le pricer, c'est des souscripteurs qui savent dire si oui ou non on le prend sur notre bilan, c'est des financiers qui savent dire si on le sort, on peut le hedger ou pas, c'est des... Enfin, bah oui, c'est de la compétence, c'est du Ouais, bien savoir-faire, sûr, c'est quoi bien d'autre une sûr, entreprise bien finalement, sûr. hein. Ouais, donc un vrai alors, je sais pas si on peut appeler un choc, mais en tout cas un vrai décalage entre ce que tu as connu dans le public et l'arrivée chez AXA. En tout cas, alors bon, si j'avais fait 20 ans dans le public, je te parlerais peut-être de choc. Je ne le mesure pas forcément en tant que décalage à ce moment-là, mais en tout cas, je me jette dedans avec enthousiasme et passion, Ouais, là en me tu disant trouves un ça terrain de va jeu exactement, extraordinaire. terrain de jeu de folie, Ouais, ça bat en brèche tous mes clichés personnels sur le privé, où les gens ne clair. comptent pas, etc. Au contraire, non, les gens sont au cœur du truc, hop là là. Et je m'y jette passionnément, probablement sans beaucoup de recul à l'époque d'ailleurs, Tu l'avais mais trouvé dans le voilà. public en te disant les gens sont au cœur du Oui, mais truc? pas pour ça. Non, j'avais trouvé les administrés au cœur du truc. C'est-à-dire que quand tu es dans une mairie, tes administrés, ils sont dans le hall de la mairie tous les jours. Ah oui. Tu as un Mm. comité de quartier quand tu as un problème. Quand il y a un sujet de sécurité, tu sors dehors, aller voir ce qui se passe. Je veux dire, c'était les administrés de ta ville qui sont touchés, Ouais, tu as une inondation, tu as un incendie. Donc, tu es au cœur des gens, mais c'est des gens mm. hors... Enfin, Ouais, bien sûr, tu vois, ouais, c'est hors tes du site, ouais, administrés, ouais, voilà. bien sûr. C'est un peu transitif, si tu veux, ça va vers. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, Et quand tu formes un élu, tu le formes à gérer et apporter l'action publique vers ses administrés. Tu bien vois. sûr. Ouais, ouais. Quand tu formes un professionnel en interne, alors tu pourrais dire c'est transitif aussi parce que tu le formes à mieux servir ses clients, ultimately c'est vrai aussi, Mhm. mais pour qu'il serve mieux ses clients, tu le formes aussi à faire communauté en tant qu'entreprise. C'est-à-dire, tu vois, tu es une marque énorme, très respectable comme AXA. À l'époque, je ne saurais pas dire, on est 100 000, peut-être 200 000 collaborateurs. Le monde, si tu prends les agents, enfin, c'est vraiment très très gros à l'époque. Ouais, ouais. Peut-être que je gonfle un peu le chiffre, mais c'est une communauté très importante. Donc, tu Ok. es systémique, en fait, tu vois, tu es gros. Ouais. Donc, tu as une responsabilité aussi que ce corps social-là ressemble à quelque chose, que peut-être dans des pays du monde où éventuellement l'approche sociale, je sais pas quoi, moi, les congés parentaux, tu vois, sont en standard moins élevés qu'en France, bah, tu peux peut-être les leur amener parce que Oui. ça devient ton standard de groupe, parce que c'est ton, tu vois, donc tu peux réfléchir à des choses comme ça. Il y a sur les programmes de formation, tu peux les produire dans les pays qui sont le plus matures, qui ont un peu d'argent à investir pour ça, etc. Et ensuite les mettre à disposition, juste avec une traduction, etc., pour tes entités qui sont plus émergentes, qui ont peu d'argent, enfin, tu peux faire beaucoup de redistribution intra, tu vois, de l'intelligence et du capital intellectuel pour le coup à l'intérieur de la boîte. Ouais, C'est bien sûr. passionnant. C'est passionnant. Donc toi, tu démarres par cette partie université et Voilà, ensuite je démarre par tu ça, évolues. je crée un certain nombre d'écoles métiers. Vraiment, je m'amuse beaucoup, ça me permet de comprendre aussi les métiers qui font l'assurance, une partie de ces métiers-là en tout Ouais, cas. Je me souviendrai longtemps du premier, le patron de l'actuariat qui m'explique son métier. ouais. Il était extraordinaire. Comme tous les grands spécialistes, en fait, ils sont capables de s'abstraire de leur spécialité et de te la raconter avec tes mots à toi, tu vois. Ah oui. Ouais. Et le gars m'explique, on en parlera une autre fois, mais il m'explique la modélisation stochastique. Donc je regarde avec des yeux, je suis littéraire, moi. Il me dit, bon, t'as fait de la philo? Oui. La révolution copernicienne. Tu te souviens le moment où on essaye de comprendre qu'en fait, ça tourne pas autour de la Terre, ça tourne autour du Soleil. Ouais. Bon, ben, dans mon monde, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que la modélisation stochastique, ça fait la même chose. Ok. Bah, moi, d'un point de vue chasseur de tête, je m'en souviens assez bien de cette période, parce que il y a 15 ans,
les actuaires commençaient à se faire surchasser. Ouais, bien Ils sûr, ont vu bien leur sûr, rémunération exploser. bien sûr, C'était sur le marché, c'était fou. bien sûr, bien Cette sûr, envolée de cette fonction, de ces compétences-là, bien sûr. qui étaient d'un seul devenues hyper rares. Ouais, qui ont toujours été socles, mais qui sont, enfin, Et qui ont, eux, voilà, il y a eu un on aurait besoin pu exponentiel bien sûr. effectivement avec eux. C'était hyper intéressant effectivement. Mais pareil, du coup, j'avais eu mes premières interviews avec des actuaires. Effectivement. Alors, Ouais. parlez-moi de votre métier. Mais voilà, mais c'est des moments de vie super, je trouve, d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est à la fois complètement autre et Ouais. en fait dont tu apprends que dans le privé il est je sais pas quoi organiste de l'église Intel, il est fan de randonnée, il y a Ouais, c'est lunaire parfois. parfois c'est lunaire, les gens sont beaucoup plus denses et beaucoup plus riches Ouais, que parfois ouais, ouais. voilà, la façade qu'ils veulent montrer. Donc voilà, donc je suis restée à cette université d'entreprise un petit moment et puis vers 2006, fin 2006, début 2007, ouais. Euh, comment je vais le dire, un certain nombre de... je vais, je vais dire que se cristallise un certain nombre de questions et de bonnes idées qui tournaient au sein du groupe AXA sur, alors à l'époque, notre marque employeur, mais perçue par les jeunes, d'accord, notre présence sur les campus, notre attractivité vis-à-vis des jeunes. Okay. On partait de ce constat un peu amer à l'époque que quand même ce qu'on faisait était à la fois d'une sophistication, ça pouvait nourrir un super jeune diplômé et que malheureusement il nous choisissait pas nous, il choisissait Goldman Sachs et que c'était bien dommage. donc, voilà. Donc Pas du on tout se les dit, mêmes univers. non, mais tu vois, je caricature un peu, mais en D'accord. fait il y avait cette idée de comment on dore un peu le blason de l'assurance pour faire comprendre que ce sont des métiers quand tu es un peu financier dans l'âme, donc c'est des métiers où tu peux t'épanouir vraiment énormément, y compris techniquement, Ouais. avec des techniques financières de pointe. Et puis où tu peux t'épanouir comme tout, comme marketeur, c'est un beau produit l'assurance, c'est le filet de sécurité d'une économie, c'est pas rien. Quoi. Ah non, mais Tu vois. ouais, non, mais clairement. Voilà, donc on se dit déficit d'image, machin, alors on explore plusieurs pistes. Bon, il y a D'ailleurs, la piste... j'avais, Ouais, excuse-moi de te je t'en couper, prie. mais à l'époque, c'est vrai, j'avais pas forcément. Il y a 15 ans, je travaillais effectivement dans un cabinet où on travaillait beaucoup dans les services financiers, donc assurance, Ouais, AIG à l'époque, ouais. beaucoup, Bah oui, bien sûr. AIG. Mais et j'avais pas forcément effectivement. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une différence entre l'assureur, le réassureur, le broker, qu'il y avait une Oui. guerre entre Bien sûr. les trois, effectivement. Voilà, tous ne se reconnaissaient pas forcément. Entre Oh, il y a peut-être une guerre pour les gens. Après, leur rôle dans la chaîne de valeur est bien Et bien identifié, clair. si tu veux, Non, bien oui, clair, non, ouais, mais y compris l'assureur réglementairement. ne serait mais- peut-être pas devenu réassureur. Et puis, Non, enfin, il y, a une identité. exactement, On va une dire ça comme identité ça. Une très identité. très forte. Ouais, 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 il y a ouais. une identité. C'est Ouais. assez fou. J'étais très curieux à chaque fois de ça, d'entendre les uns et les autres. Effectivement, dès que j'interviewais un réassureur, Ouais. c'était plus la même posture. Non. La sémantique changeait pas radicalement, mais en tout cas, il y avait des teintes à chaque fois entre le broker, l'assureur, les réassureurs. Absolument. Et il y a toute cette chaîne comme ça. C'était hyper Et intéressant. parce que t'es pas au même endroit, t'as pas la même identité, t'as pas la même culture, tu Exactement. regardes pas le monde avec les mêmes filtres. Ouais, bien sûr. Exactement. Et probablement le fait que tu aies du succès, que tu sois successful au sens, tu vois, que tu réussisses bien dans l'un, n'est pas forcément prédictif pour que tu réussisses dans l'autre complètement. d'ailleurs. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, tu peux, oui, non, mais c'est clair. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est un super point. Et voilà, et donc à ce moment-là, on se pose cette question-là d'une visibilité auprès, tu vois, des plus jeunes, auprès des institutions académiques, auprès de... Bon, alors, j'ai des collègues très spécialisés en campus management qui ont fait beaucoup de travail. Maintenant, je suis moins, mais voilà, il y a vraiment... C'est un pilier classique et très utile. Et puis, je dis, tiens, et si on faisait un truc un peu... What if, pivotons un peu les amis, et si on se disait, écoute, on a cette problématique d'être plus proche du monde académique, universitaire, etc., pour les étudiants, certes. Ouais. Mais il se trouve que le corps professoral nous intéresse aussi, parce que c'est des gens qui ont des trucs à dire sur les grands risques, sur... voilà. On sait qu'il y a, à l'époque, en France, on est, tu vois, 2006-7, il n'y avait pas encore les lois LRU d'autonomie des universités, il n'y avait pas le paysage universitaire qui donnait un petit peu plus de... Il n'y avait pas la souplesse qu'on a aujourd'hui, si tu veux, pour attirer des grands patrons de sciences internationaux et les fidéliser un moment dans ton université. Enfin, c'était pas si facile que ça pour toi de créer un rayonnement, tu vois, autour d'un leader de science que tu voulais attirer chez toi.
parce que tu devais suivre les grilles de fonction publique française, parce que tu avais moins de marge de manœuvre et tout ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est cette notion de faut qu'on soit plus visible dans le monde universitaire, faudrait qu'on agrège un peu de capital intellectuel autour du groupe, aux marges du groupe à l'extérieur, mais en même temps capable d'être dans un dialogue avec nous qui nous ouvre les yeux sur une approche du risque un peu différente. On est long-termiste, il faut pouvoir penser à un risque que tu prends sur 3 millions, mais que tu prends pour 50 ans. Quoi. Donc, il y a ça qui cristallise, et il y a cette idée que, et si on faisait un truc pour aider la recherche française, peut-être européenne, à attirer et à garder des leaders de science qui, à l'époque, 2007, on avait tendance, si tu voulais faire ta grande carrière académique, avait tendance à partir plutôt outre-Atlantique. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Éventuellement au Royaume-Uni, qui était très actif aussi à l'époque, qui avait, mais voilà, donc en Europe continentale, dans certains pays, en tout cas, dont la France, c'était moins facile. Et donc, je dis, tiens, on peut peut-être faire du 3 en 1, 3-4 en 1. Et si on créait quelque chose qui s'appellerait la fondation ou le fonds AXA pour la recherche, c'est devenu le fonds AXA Research Fund finalement, en se disant, ben voilà, je suis un grand acteur sociétal, je veux à la fois aider les étudiants à avoir les meilleures conditions d'études possibles en Europe, mais je veux aider les grands talents académiques à rester, à se constituer les labos, les équipes de recherche, les équipes de doctorants, de post-doc dont ils ont besoin, les plateaux techniques, etc. Donc je veux aider aussi la recherche dans mon pays. Et voilà, et je mets un fonds. Et donc, en l'occurrence, le CEO de l'époque, Henri Decastre, prend la décision que ce fonds soit doté de 100 millions d'euros. C'est un joli fonds, absolument. Ça, c'est un projet que dont tu es à l'initiative. Oui, tu sais, une bonne idée, elle tombe jamais toute seule. Je peux pas dire, tu vois, il y avait eu, je lis une tribune de Claude Bébert dans la presse pour la défense de la recherche française. Je passe 1 heure avec le DRH de la filiale Intel qui me dit, j'arrive pas à attirer les jeunes. Tu vois, t'as plusieurs sources. Quand je dis cristalliser, c'est ça. Il y a plein d'idées qui arrivent de plein d'endroits et au bout d'un moment, tu dis tilt. Attends. Quand même, t'as modélisé l'histoire. Oui, c'est ça. Et à un moment, tu dis, tiens, on fait un truc. Voilà. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance. Quand même, tu modélises quand même l'histoire. J'entends, tu as différentes sources, etc. Mais tu vois, ça fait 30 minutes que l'interview a commencé, on s'est déjà parlé, je commence à comprendre effectivement cette approche systémique que tu as en permanence finalement, d'aller chercher à chaque fois au plus loin pour ramener au plus près et modéliser pour en faire quelque chose. C'est hyper intéressant ta façon de... C'est une vraie singularité pour le coup, cette façon que tu as d'appréhender les sujets, pour ensuite en faire quelque chose. Et puis après, tu vas voir Henri Decastre quand même. Et là, on parle de 100 millions de fonds. C'est quand même bravo. Quoi. C'est un super... Mais tu vois, c'est assez génial. C'est possible. Et là, je découvre avec émerveillement à ce moment-là qu'une grande boîte est capable de ça aussi. Tu vois, c'est un projet qui sort un peu de nulle part. D'être agile. Bah oui. C'est un projet qui sort un peu de nulle part. Qu'une entreprise peut-être plus conventionnelle aurait dit, écoutez, vous arrêtez avec vos élucubrations, qu'est-ce que je vais aller faire dans le fond pour la recherche. Enfin, tu vois, donc j'ai la chance, ça tombe dans l'oreille de mon patron, qui est le DRH du groupe. Il me dit, tu tiens quelque chose, allez, on vient en parler à Henri. Sous son aile bienveillante, j'arrive tremblante dans le bureau d'Henri Decastre. Voilà, Henri dit, tiens, c'est un bon papier, dit-il au DRH. Et le DRH dit, c'est madame. Et donc, je me ratatine sur mon siège. Et puis voilà, et puis on sort de l'entretien, puis Henri dit, tu veux t'en occuper ? Oui. Et ça commence comme ça. Et donc, on a fait... on s'est vraiment bien marré. C'était 100 millions, non pas annuels, faut pas quand même. C'était 100 millions à investir ou distribuer, je sais pas comment il faut dire, dans la recherche en Europe pendant 5 ans. Okay. Au terme des 5 ans, moi je suis partie faire autre chose, on va en parler, mais le fonds a été renouvelé, il a encore été renouvelé une nouvelle, il existe encore si tu veux, il continue à être... voilà, et ça permet au groupe, alors, d'avoir autour, en fait, une cartographie d'une forme d'excellence universitaire où, voilà, même si c'est jamais de la recherche sur commande, tu aides les universitaires dans leur agenda à eux, c'est pas eux de te... voilà. Néanmoins, si un jour tu veux faire de la R&D, tu vois, sur commande et sur contrat, tu sais où sont les grands labos qui cherchent sur quoi, et tu as un fil à tirer. Et même pour les chercheurs, du coup, ça leur fait un terrain de jeu. J'imagine qu'il y a des échanges d'informations entre le terrain que occupe AXA. C'est génial. Oui, l'accès aux données, notamment. Ouais, bien sûr. Tu vois, pouvoir travailler un peu sur des... de la matière, quoi. C'est génial. C'était extraordinaire. C'était vraiment... Et ça, je suis éternellement reconnaissante que ça ait été possible. Ouais. Ça, tu l'as fait pour AXA pendant 5 ans. Ouais, c'est ça. Et après, tu passes le relais. Après, je passe le flambeau. Ok. Ouais.
Je passe le flambeau. Alors, à l'époque, c'était un recrutement externe au groupe, voilà, par quelqu'un de super, qui a aussi une appétence public-privé, Ok. voilà, qui est ingénieur, qui est curieux, enfin, voilà, pour qui ça nourrit et ça coche Ça pas mal fait, de cases ouais. dans son développement à lui et dans son parcours professionnel. Et voilà. Et du coup, le bébé étant en sécurité, entre de bonnes mains, je pars vers un job peut-être plus classique dans les organisations, puisque je prends du coup la direction du Learning Group et de l'université d'entreprise. D'accord. Voilà. Donc là, on part sur une autre aventure, à nouveau de 4-5 ans, qui vise à garder un peu l'université comme un peu comment on dit, le flagship, quoi, le fer de lance de ce que tu fais pour le Mais people tu development dans étais le rentré groupe. chez AXA par l'université, Ouais, dont tu deviens la ouais, patronne c'est ça. C'est ça, quelques années plus c'est tard, ça, quoi. c'est ça. Ok. Et j'en profite pour pas faire juste patronne d'AXA U, mais pour essayer de faire patronne d'une communauté learning Hmm. que je baptise à l'époque Learning at AXA, dans cette idée que une force d'un groupe pareil, c'est de dire le collaborateur qui est sur un plateau en Indonésie Hmm. versus le collaborateur qui est au 30e étage de la tour, tu vois, du siège Ouais, ouais. français à Hmm. Défense, les deux doivent avoir accès autant que faire se peut, à un Hmm. socle de développement, de compétences, sinon identiques, parce qu'il y a une réalité des marchés Ouais. qui fait que tu n'as pas forcément besoin, mais en tout cas, voilà, ils doivent tous avoir accès à quelque chose qui soit une trajectoire professionnelle, utile, développante, intéressante, voilà, dans leurs horizons respectifs, quoi. Et comment tu abordes ce challenge? Parce que c'est quand même colossal. Là, on parle de l'université au niveau mondial d'AXA, on parle de centaines de milliers de collaborateurs. Comment tu fais à ce moment-là pour essayer de, effectivement, et chacun a ses particularités par zone géographique, voire par pays, par ligne Mhm, business. mhm, Enfin, mhm. c'est quand même, l'équation est assez complexe. Ouais, c'est super Comment intéressant. tu fais pour peut-être donner le sentiment à tout à chacun finalement que AXA fait du sur-mesure avec leur développement de compétences? On crée un L&D board. Un board qui n'est pas un board avec des compétences ultra formelles et formalisées. Ouais, Mais en tout cas, j'ai les principaux patrons de learning des gros pays ou des régions parfois, quand les pays sont petits, ils sont poulés en régions si tu veux, mais ouais, donc on est peut-être 20-25 autour de la table. Voilà. Donc chacun ramène aussi, ok, moi ma spécificité au UK, tu sais justement, moi j'ai des d'accord. brokers, toi tu as ceci, toi tu as cela. Ouais. Moi j'ai peu d'actuaires parce que gna gna gna. En revanche, au niveau régional, j'ai ceci, j'ai cela. Moi en région Med, Méditerranée, j'ai tel besoin, voilà. Et là, ensemble, moi j'adorais comme ça animer ce L&D board qui était fait d'individualités, enfin de personnages parfois hauts en couleur, très, très sympa. Et on se dit, voilà, c'est quoi l'agenda de learning? Si le learning était une boîte, si c'était notre boîte, les gars, Ouais, on ferait quoi? En vrai, qu'est-ce qu'on apporte à cette grande entreprise qui est avec ça? ouais. Nous, professionnels du learning, tu vois. Ah, génial. Et à ce moment-là, je pense que j'ai une double. Je réfléchissais à ça l'autre jour. Je pense que j'ai une loyauté au groupe, bien sûr, mais j'ai une loyauté à la fonction qui est devenue la mienne. Tu vois, il y a un truc, le L&D, c'est important, quoi. C'est le backbone d'une boîte. C'est Ouais. là où tu as ton socle de compétences, c'est là où tu as ton inclusion, c'est là où tu as ta citoyenneté d'entreprise qui se cristallise, c'est là où tu as les behaviors, c'est là où tu deviens un accent guy, quoi. C'est ce que tu me disais au, C'est identitaire. au début de l'interview. Le socle d'une nation, Bah ouais, c'est c'est la l'enseignement. formation. Et Donc, ben c'est pareil. on sent la colonne vertébrale Exactement. C'est exactement la qui même est là, chose, à quoi. une plus Ouais. petite échelle d'une entreprise, mais c'est On ça. sent, on sent que à ce moment-là, tu es à ta place, quoi. Tu sens faire un truc. Je me suis rarement pas sentie à ma place, en Ok. vrai. Je me suis rarement pas sentie à ma place. D'abord, je suis quelqu'un de curieux, donc tu vois, je peux faire flèche de tout ce qui se présente et Ouais. qui est marrant. Enfin, et on peut toujours emmener le truc à un autre endroit, on peut toujours aller défricher, voilà. Sur cet agenda L&D, il faut quand même conclure à quelque chose qui est intéressant à relire dans une carrière maintenant, et maintenant avec quelques années en plus, peut-être que je m'y prendrai autrement. C'était quand même un projet un peu foufou, il faut bien le dire, tu vois, d'unifier un groupe au-delà même parfois de la volonté des DRH, nos patrons, d'accord. À un moment, j'avais imaginé qu'on ait un budget commun, tu vois, redistributif, c'est-à-dire, ok, on a beaucoup de sous à tel endroit du monde, on fabrique les programmes, on les envoie là-bas où ils en ont pas, enfin, tu vois, un agenda de socialisation qui est pas forcément, tu vois, et nos patrons DRH nous ont quand même regardé d'un peu loin, en se disant, vous faites quoi? J'en ai certains j'étais tous allés les voir, bien sûr, j'en ai certains qui étaient très support, en disant, y compris pour moi, mon patron L&D, ça va le ou la faire grandir, c'est super ton idée, machin. J'en ai d'autres qui m'ont dit, bon,
quand même, à un moment, les sujets de formation, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Ouais, C'est ici quand même, hein, on est d'accord. Centre de coût, quoi. Étiquette. Voilà, Ouais, voilà. ouais. Je ne sais pas très bien pourquoi. J'irai me payer pour l'autre bout, le mec à l'autre bout du monde. Voilà. Donc c'est vrai que là, il y avait une tension un peu de. Voilà. Et sur cette partie-là, moi, je me suis épuisée à la fin. D'accord. Dans la mise en œuvre de toute la traction de l'idée. Ouais. Si tu me demandes aujourd'hui avec le recul, je pense que j'ai fait que 50% de là où j'aurais aimé emmener le learning. D'accord. Si on en avait fait justement peut-être un PNL global. Enfin, c'est global. absurde comme idée sans doute, mais ultimately, c'était un peu ça mon idée. C'était un peu dire, OK, maintenant, si on était un fournisseur de services internes, comme à l'époque on avait la division, tu sais, des services IT, la division, tu bien vois. sûr, où il y a des... Voilà, si on partait là-dedans, ouais. voilà, et là ça percutait quand même beaucoup de lignes. Je suis pas du tout sûre que ça a été une vraie intention. Tu vois, il y avait un côté, bon, tant que vous vous arrangez entre vous et que ça fait pas de bruit, c'est sympa. Ouais, Quand c'est devenu un agenda officiel, c'était peut-être un peu plus difficile à porter, ou j'ai pas su bien le porter. En tout cas, je me suis un peu brûlé les ailes à la fin, faut le dire honnêtement. Ouais. Pourquoi? Parce que l'idée est séduisante, puis voire même, quand on en discute, est évidente, puisqu'on parle des compétences des uns et des autres, donc on parle quand même de la matière première de l'entreprise. Ouais. Pourquoi ça ne crante pas, finalement Oh, je peux imaginer que justement, ton capital humain, tu dis, écoute, chaque euro, dollar, peu importe, que moi, patron local, RH, je veux investir dans la guerre des talents, etc. C'est sur mon marché local. Enfin, bon, c'est bien beau, la mobilité internationale, etc. Enfin, bon, ça doit être sympa, c'est une petite couche de surface, mais moi, j'ai besoin de former mes distributeurs, tu vois, mes agents généraux, mes intermédiaires. Voilà, j'ai besoin de former mes mecs ici, à ma main. L'assurance est en marché local. Il y a des choses que tu dois connaître qui sont locales, on peut pas tout pouler ensemble. Donc voilà, et puis... il se sentait presque dépossédé si quelque chose arrivait. Il pouvait y avoir cette idée intéressante, qu'il faut pas mépriser, il pouvait y avoir cette idée que vous allez me faire du one size fits all, c'est-à-dire que même sur une compétence dont on pourrait imaginer qu'elle est transférable partout, une compétence de management par exemple, vous allez vouloir me dessiner un programme qui est applicable aussi bien au Japon que, je sais pas où moi, en Amérique du Sud, en Italie, en Allemagne et en France. Bah, du coup, pour embrasser tout, vous n'allez rien étreindre du tout et vous allez me sortir un globi-boulga qui, au fond, ne va pas répondre à mon besoin de développement de méga ici. Ouais, bien sûr. Enfin, l'argument pouvait être valide. Hein, ce qui est entendable, oui, parce c'était un argument tout à fait que entendable. l'agent général, il est quand même sur le terrain, en Fair local. Fair enough. Oui, fair voilà, enough. fair D'ailleurs, on enough, ne poulait pas tout. Hein. On avait expressément tracé des lignes en disant ça c'est local parce que ça sera mieux fait en local. Ça, ce serait bien que ce soit global parce que ça fait partie de l'identité d'un collaborateur AXA n'importe où dans le monde. Tu vois. Voilà, on essayait de faire cette dichotomie. Mais voilà, enfin bon. Donc c'était quand même une très belle rotation, super exigeante. Et du coup, toi tu sors de ce poste, en tout cas épuisé. Ouais, je sors fatiguée, ouais. Du coup, tu fais quoi après? Alors, je sors fatiguée, il se trouve qu'il y a des événements personnels. Je perds mon père à ce moment-là, qui était je sais pas comment dire, un pivot de vie, enfin... un repère. Oui, un père, quoi. Comment te dire. Et donc là, je me souviens de beaucoup de choses, d'ailleurs. Je me souviens avec précision de tout, de son décès, des funérailles, du discours de funérailles, enfin de tout ce qu'on peut imaginer à ce moment-là, de tous ceux qui ont vécu enfin de tout ce que connaissent les gens qui ont vécu un deuil. Et puis je me souviens surtout de ce moment de waouh, et maintenant quoi? C'est-à-dire, au fond, j'ai fait tout ça un peu pour moi, mais un peu pour lui, pour qu'il soit fier quand même. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'être dans la curiosité intellectuelle, mais tu bâtis aussi une petite histoire ou légende de leader, de machin, tu vois, tu actives un peu ton... Voilà, tu montes dans ton échelle, là, ton corporate ladder, machin, tu gagnes en seniorité, t'as des sous, la grosse audit de fonction qui va bien, avec un tailleur cuir, enfin... et tu la veux vraiment, cette eau du cuir, ou c'était pour balader ton père de temps en temps pour qu'il rigole? Mais en vrai, t'es où, là? T'es qui? T'es quoi? Et voilà, et au fond, ce moment de deuil et de désarroi, c'est presque un peu salutaire, parce que c'est un moment où là, je commence à me sentir un peu désalignée, tu vois, j'ai de plus en plus de migraines, j'ai mal au dos, enfin le corps commence à parler, au début je comprends pas ce que c'est, je m'accroche, je viens au bureau un peu au radar, j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas trop, mais enfin bon, et puis il se trouve que j'étais accompagnée par un thérapeute
passé ce moment de vie personnel un peu compliqué avec le décès de mon père. Donc un jour, j'arrive dans son cabinet et là, la dame m'arrête et elle me dit, bon, stop, d'abord vous vous allongez, j'arrivais avec un état de migraine et de je sais pas quoi. Et elle me dit, vous êtes, il se trouve que dans le civil, je suis aussi spécialiste de souffrance au travail, etc. Chère D'accord. madame, ça porte un nom, vous êtes sinon déjà à deux doigts de ce qu'on appelle un burn-out. Et tu vois, on était il y a Ok. plus de 10 ans, hein, donc c'était pas à la mode comme Ouais, aujourd'hui. comme aujourd'hui. Et là, elle me dit, stop, vous me prenez votre agenda tout de suite, on le prend ensemble, vous me cramez un rendez-vous sur 2. Tchac, tchac, Wow. tchac, tchac. Et j'étais arrivé à un niveau d'énergie, tu vois, où je me souviens bien, si je me pointais... Enfin, j'aurais voulu, pour un jour de travail et d'intensité, dans le fait de porter les agendas corporels, de défendre la soupe à droite à gauche, de rassembler tout le monde, d'envoyer l'énergie, etc. Pour un jour d'énergie dépensée, il m'aurait fallu 2 jours de récup. Ah Tu ouais. vois ce que je veux dire? La D'accord. pile Ouais, se ouais, bien sûr. déchargeait Ouais, 2 fois plus vite qu'elle ne se chargeait, ouais. en fait. Voilà, et quand je lui verbalise ça, c'est là où elle me dit, OK, alors on crame tout. Et puis elle me dit, moi je suis psychologue, donc je ne peux pas vous arrêter, je ne suis pas médecin, je vous adresse à un psychiatre, vous vous faites arrêter. Wow. Wow, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas un arrêt très long, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de chance qu'elle soit à ce moment-là dans ma vie pour d'autres raisons, mais ça a fait qu'elle m'a arrêté au bon moment, que du coup j'ai pas connu ces descentes aux enfers que certains véritables burn-out représentent, tu vois, les gens Ouais. n'arrivent plus à se lever, enfin où ils sont complètement... Ouais, out complet. Voilà, donc ouais. heureusement, moi j'ai pu me reposer un peu et ça a suffi à recharger, mais je me souviens quand même de moments un peu comme Ah, ça. quand même, là, c'est la Ouais, c'est chaud, grosse, c'est chaud. grosse alerte, là. C'est chaud. Et je me suis arrêtée, enfin vraiment, il a fallu s'arrêter, quoi. Tiens, Ouais. ouais, plus de téléphone, plus d'ordi, plus de. Ouais, il a fallu récupérer un moment, ouais. 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 Donc c'était plus ou moins compris dans l'entreprise, c'est un peu compliqué effectivement. Voilà. Comment réagit d'ailleurs AXA à ce moment-là? Parce qu'on sent que tu es quelqu'un qui fait plein de choses, qui est très. Écoute, il n'y a pas Très une réaction engagé. d'entreprise à ce moment-là, tu vois, je veux pas... Ah non, je sais Il y pas a une de. réaction Enfin, d'individu, mais il y a des gens autour. comme tu dis, le burn-out, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Non, on Est-ce n'en que. parlait pas, donc je ne le dis pas à l'époque, hein. Je dis juste, je suis trop voilà, fatiguée, il faut ok, que je d'accord. m'arrête. Tu Ouais, vois, d'accord. j'appelle ça l'épuisement, Ok. tu vois, je récupère, je crois que j'ai 15 jours, puis après c'est des vacances, enfin il y a un truc qui fait que ça se voit, mais sans trop se voir. Enfin, D'accord. Ouais, bon, enfin, il y ok. a un peu un non-dit, un peu, voilà, je reprends tout doux un peu moins, enfin, voilà. Ce que probablement voient les gens dans l'entreprise à ce moment-là, c'est que ben, je suis patronne d'une fonction, si tu veux, donc c'est visible. Oui. Donc il y a un leadership et une énergie associée à ça, ou que je me représente associée à ça à ce moment-là, que malheureusement je donne moins, si tu veux. Donc Ouais, bien là, je sûr. pense que ça se voit. Ça se voit beaucoup de mon équipe aussi à l'interne. Je vois ça commence à partir un peu, tu vois. Il y a des clans, il y a des trucs qu'il n'y avait pas avant. Donc ça devient un moment qui est non seulement pénible pour moi, mais qui du coup se charge en truc aussi. Je se charge en truc pénible. Et puis les mystères de la vie font que de cet arrêt forcé se passe un truc extraordinaire. Je tombe enceinte. Ah, Tu m'attendais pas à celle-là. Voilà, c'est le petit dernier, le cadeau de la vie, qui débarque waouh. comme ça. Et t'en as combien là? J'en ai que 2, mais Deux. ils ont 12 C'était ans, le ils ont 12 ans deuxième. d'écart. Ouais, ils ont 12 ans d'écart. C'était pas prévu du tout. Enfin, Ah on ouais, n'était pas d'accord. dans un trip deuxième. Incroyable. Ouais, le retour à la vie, je pense. Je pense que c'est une façon de solder le deuil aussi. C'est peut-être aussi de s'être arrêté. Tu vois, tout d'un coup, ta machine se calme, quoi. Ouais. T'es plus dans... À un moment de quand j'arrivais avec ces migraines extraordinaires, etc., le seul endroit du monde où je me reposais, c'était dans un avion, tu vois. Oh là là, ah ouais. Vers l'Asie de préférence, c'est 12 heures de vol, c'est long, donc tu dors. Ouais. C'était le seul endroit où il y avait ni la pression familiale, le mari qui dit t'es pas là, ton fils qui dit maman je te vois pas beaucoup en ce moment, en dehors de ton les quotidien. équipes qui non, voilà, c'était mes seules 12 heures de paix, si tu veux. Donc c'était plus tenable pour moi. C'est dingue, tu perds ton père, tu passes par un burn-out, Ouais, et les 2 ans après, bim. et là, le deuxième qui arrive. Et pof. Alors franchement, je m'y attendais pas. Ouais, c'est improbable. C'est joli. Improbable. Ouais, c'est une jolie joli. histoire. C'est une jolie histoire. Ça a beaucoup fait rire la psy à l'époque. Je dois te dire. Ah, celle-là, on ne l'avait pas faite. Ah, mais c'est excellent. Voilà. Mais je pense que c'est plein de trucs, tu vois. Ça peut se lire psychanalytiquement, plein de choses. Tu perds le père, mais du coup, tu apprends à être une mère. Ta part masculine est moins, tu vois, tu retrouves quelque chose de féminin, de caring, de... Le deuxième, coup, on peut dire qu'il fait partie de ta renaissance, une forme de renaissance. Le deuxième est ma renaissance. Je ne veux pas lui faire porter ça, le malheureux, mais il le porte malgré lui. Ouais. Le deuxième, c'est mon retour à la vie. C'est incroyable. Et quel impact ça a eu sur ta vie pro, in fine? Est-ce que tu quittes AXA à ce moment-là ou...
Alors ça a un impact. Alors je quitte pas que ça à ce moment-là, je vais t'expliquer, mais c'est le moment, enfin c'est un autre moment fondateur, tu vois. D'accord. Euh, Tu vois, je suis dans un moment, ouais, redevenir maman pour la deuxième fois, se reconnecter à ouais, quelque chose de plus, je sais pas, quelque chose où tu réinterroges, ok, qu'est-ce qui importe. C'est Ouais. pas la vie perso contre la pro, c'est pas ça. C'est global. Mais c'est global et Ouais. c'est, ok, qu'est-ce que tu veux faire en vrai. Oui, parce que là, tu me disais, Ouais. je me suis, à un moment donné dans l'interview, tu me dis, je me suis toujours senti à ma place. Donc là, Là, il il y y a une a, césure, c'est le moment où je m'y sens plus à ma voilà, place. C'est le exactement. moment où je me dis, j'ai beaucoup profité de cette corporate life, etc. Ouais. Y compris d'ailleurs en mettant ma famille, je vais pas dire en danger, mais entre parenthèses, c'est très exigeant à l'époque pour mon mari, tu vois, pendant 10 ans. Mm. Moi, je suis dans des avions, hein, donc le quotidien avec notre fils aîné, c'est lui, Ah ouais. tu Ok. vois. Et puis quand je rentre, d'abord je suis cramée, je suis en décalage horaire, je suis là, mais je suis pas trop là. Je suis avec toutes les images de. Voilà, je rentre d'une tournée en Ben Asie. ouais, donc ouais. J'ai tout qui est là autour de mon cerveau. Je suis Mm. pas là. Donc je veux bien le samedi après-midi aller au jardin public, mais en fait, je suis nowhere, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ailleurs. Donc ma famille a souffert aussi un peu de ça. J'essaye de gérer ça, de pas m'en sentir coupable, mais je pense que c'est là à ce moment-là quand même. De dire bon, dis donc avec le deuxième, est-ce qu'on remarque dans le même truc. Et puis surtout plus fondamentalement, je me dis j'en ai moins besoin maintenant. J'ai même besoin d'autre chose. C'est moi, c'est plus moi. Je veux pas courir. Je me souviens aussi qu'à ce moment-là, il y a tout ce positif de la vie corporate qui m'apparaît moins et je vois tout le négatif et les deux sont là, c'est ok, ils sont Mm. là. Il y a juste des moments où tu le tolères, où tu vis avec plus ou moins, mais donc ce que je vois de plus négatif, c'est les agendas compliqués, politiques, c'est dézinguer discrètement le collègue en sous-main, D'accord. je vois des comportements moins vertueux, ou tu vois un peu la dark side, Ouais, que tu le vois pas nécessairement au quotidien et puis quand RH tu essayes de combattre. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est 90% du monde pas du tout. Mm. C'est peut-être 10 encore résiduels qui sont là, mais ces 10 là pour moi deviennent vraiment pas agréables. Ouais. Tu vois, faut un peu me battre pour revenir après mon congé mat qui de fait a été long et soudain puisque c'est quand même maman à 42 ans, même si c'est pas ton premier, il faut s'arrêter. Enfin, je me suis arrêtée très tôt, un peu Ouais. abruptement, etc. Ça n'a pas été compris Mm. que tu vois, j'ai eu une journée en fait pour voilà, pour dire ok, bon ben je dois m'arrêter, donc un tel tu prends ça, un tel tu prends ça, Ouais, d'accord. appeler mon management à ce moment-là, dire écoute j'ai pris mes dispositions, machin va faire ça, machin va faire ça, faut que je m'arrête. Ok. Ça n'a pas été bien compris et je peux rétrospectivement comprendre que ça n'a pas été compris, mais donc voilà, donc je rentre plus ou moins voulu, je sens qu'il faut rentrer sur mon poste parce que ça commence à chauffer, parce que si je rentre pas l'entreprise prendra d'autres dispositions, enfin tu vois, donc il y a tout ce truc qui commence à devenir un peu moins drôle. Ton Donc je me premier, dis je parce que, change. excuse-moi, je reviens sur, effectivement, tu Ouais, dis, je je t'en suis dans prie. les avions, effectivement, je suis plus Mhm. dans le moment présent quand je rentre de Mhm. déplacement à l'étranger. Aujourd'hui, il a quel âge ton premier? 20 ans, 21 même. Il se souvient de cette période où il était plus, tu dis, plus avec son père? Est-ce que... Il m'en a jamais fait reproche. D'accord. On en a peu Ok. parlé. Je pense que c'était plutôt mon mari qui en souffrait en vrai. D'accord. Tu vois, de se sentir un peu seul aux commandes de la vie quotidienne, quoi. Oui, puis, parce que Et du physiquement, seul à la maison, ouais, quand tu es et à donc et du Singapour, tu peux pédiatre pas et être... du je sais voilà, pas quoi, ouais, moi, la ouais. réunion parent-prof, enfin Mm. ta vie, quoi, la vie Ouais. quotidienne, voilà. Euh, Bon, mais ouais, c'est là pour toutes les mères qui travaillent, hein, c'est une évidence, mais pour tous les parents qui travaillent d'ailleurs, avec ce petit supplément d'âme pour les mères dans nos sociétés encore, où la maman c'est encore un peu quelque chose dans la famille, mais voilà, donc c'est là, on fait avec, mais voilà. Donc à ce moment-là, c'est très clair, je rentre de congé mat parce que j'ai pas d'alternative à ce moment-là, parce que j'ai pas envie de me retrouver au chômage, parce que je veux récupérer mon poste, pas nécessairement pour l'occuper longtemps, mais je Mhm. veux en tout cas être à un endroit, une base de recherche d'emploi où je suis en emploi. Ouais. Je suis RH, je connais ça, donc je me dis bon là, tu rentres. Fis ça. Donc voilà, je raccompagne la collègue américaine qui avait fait mon intérim, elle reprend son avion, elle rentre aux US, je reprends mon poste, et là je me dis bon maintenant, il va commencer à falloir organiser la suite. Et effectivement là j'ai une certitude, c'est un moment fondateur, je ne vais pas rester dans la vie corporate, j'ai rien à reprocher à ce groupe, mais voilà, c'est it's done. Donc c'est quoi le coup d'après? J'ai pas bien d'idée encore à ce moment-là. Je sens que j'ai besoin de temps pour le cristalliser. Je sens que aussi d'un retour qui est à la fois de burn-out et puis immédiatement après l'enchaînement du burn-out, la grossesse, une grossesse un peu compliquée. Ouais. Je dis bon, voilà. Donc je reste dans le groupe AXA, mais je pars en filiale.
moins exposé. Voilà, un projet intéressant. Il s'agissait de créer une filiale un peu de toutes pièces en assemblant des savoir-faire autour de la notion de la distribution d'assurance en B2B2C. Donc il y avait des bouts qui étaient dans différents endroits du groupe. On poule ça ensemble voilà, dans une division particulière d'à peu près 10 000 collaborateurs, 8-10 000 collaborateurs à l'époque. Et voilà, donc je me dis, je le prends parce que je ne sais pas bien ce que je veux faire après, probablement hors du groupe, mais voilà, je le prends comme une étape transitoire, le temps de trouver le projet qui. Voilà, ou de m'inventer autre chose. Ouais. Voilà, je prends dans cet état d'esprit. Par ailleurs, j'y passe 2 ans et demi, très sympa. C'est une autre vraie vie en filiale, comme on le sait tous, par rapport au corporate, des gens adorables. Il y avait dans cette division les anciens de l'assistance, qui est un des métiers magnifiques de l'assurance, des gens dédiés. Ouais. Donc ça, c'est une belle aventure aussi, des collègues sympas. C'est une jolie aventure. C'est un moment humain agréable, plus calme. Beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné avec ton quotidien. Exactement, plus aligné avec mon quotidien. Chouette patronne des RH qui m'a appris beaucoup. Je mets en pratique aujourd'hui pratiquement tout ce qu'elle m'a appris. Voilà, donc c'est une rotation sympa. Elle est tu pas fais shiny. référence à qui? On peut la citer? Alors elle est australienne, elle s'appelle Amanda Vaughan. Elle a été DRH de plusieurs filiales d'AXA dans sa carrière. Après, elle a pris un poste en corporate. Elle était patronne de, je crois, la gestion des talents de l'ensemble du groupe. Et elle est maintenant rentrée en Australie pour poursuivre sa carrière et sa vie personnelle. Mais voilà, je lui dois beaucoup de choses à beaucoup de boss. Mais elle, en particulier, elle a été là à un moment intéressant. Et j'ai appris plein de trucs. Et du coup, voilà, petit à petit se cristallise un peu l'idée que bon, va falloir sortir de la vie corporate, comment, pourquoi. Et puis, encore une fois, les revoilà, les chasseurs de tête, toujours les mêmes coupables. Tu sais, c'est comme dans le Cluedo. Le mal qu'on fait. Mais vous faites un mal, les gars, mais considérable. Voilà, et une chasseuse très spécialisée dans le monde de la biotech arrive à moi par des détours un peu étonnants. Il faut quand même être assez inventif pour voir dans ce CV corporate quelqu'un qui peut éventuellement réussir en start-up / biotech, tu vois. Et en fait, voilà, on se rencontre et puis elle me dit, je vous présente à mon client, c'est trop drôle, voilà. Et je lui dis toujours, j'ai pris le job grâce à vous parce que même si j'étais à la recherche d'une sortie, je le savais, c'était quand même un grand écart apparent tel. Et je connaissais tellement rien à cette industrie que sans le chasseur et sans le... je le prenais pas. Enfin, voilà, elle a su aussi. Une fois que j'en ai eu envie, parce que la rencontre avec... On peut peut-être la citer. Ouais, elle s'appelle Virginie Le. Très connue. Merci Virginie. Bravo. Bravo Virginie, merci. Et même si le fit était passé vraiment avec l'équipe de Nano, je m'y voyais. L'anecdote que je raconte souvent, c'est pour le coup, je vais encore citer mon mari, je rentre de l'entrevue avec Laurent, notre CEO, et avec le CFO de l'époque, Philippe Maubernat. Et donc je rentre de là et mon mari me dit, mais je t'ai jamais vu de ce niveau d'enthousiasme-là depuis 20 ans, ça, tu marches, qui t'ont fait? Voilà, donc à ce moment-là, je sais que ça va me plaire, mais j'ose pas encore dire oui. Parce que, comme le sait toute personne qui a fait ce saut des big corporates vers des entreprises un peu plus risquées, éventuellement, ou un peu plus... le monde de la biotech est un monde risqué. Et là, tu t'accroches à, oui, je suis dans une cage, mais cette cage, elle est bien dorée, j'ai mon salaire, mon intéressement, ma participation, ma carrière, ma retraite par action, ma retraite chapeau, ma bagnole de... je suis directeur du groupe AXA, quoi. Enfin, c'est un grade, j'ai directeur machin, avec tout le luxe environnant. Là, tu dis, bon, alors... bon, mais c'est moi le breadwinner de la famille, donc... si tu sais, mon mari travaille, bien entendu, mais il y a une différence de revenus importante parce que lui est agent public, donc c'est pas la même chose. Lui, il a fait le choix du public. Lui, il est enseignant-chercheur, et donc c'est pas le même réel. Hélas, mais c'est comme ça. Et donc là, je me dis, j'embarque quand même toute la famille dans ton histoire, dans mon histoire, dans mon aventure. Est-ce que je le fais, quoi? Voilà. Et puis ça s'est finalement formé. Et qu'est-ce qui, tu arriverais à nous dire qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil? Parce qu'effectivement, de passer du monde AXA à une biotech, et on le sait.
Les biotech, ça Ouais, a je me besoin souviens d'être très bien. nourri beaucoup en cash. Enfin, Ouais, ça peut ouais, être des, ouais, des- ouais, des durées de vie très limitées, on ouais, le sait. ouais, Donc effectivement, il y a ouais, un vrai calcul du risque à faire vis-à-vis de ce type d'opportunité. ouais. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil à ce moment-là? Alors, écoute, je calcule pas trop. Ça, cette partie D'accord, calcul de risque, c'est la partie que Virginie Le m'aide à faire. Elle me dit, d'accord. écoutez, même si ça se plante, Ouais. une biotech qui est une des grosses biotech françaises, etc., sur un CV, c'est un moment. Donc, vous avez à perdre quoi? Enfin, tu Mm. vois, donc elle évacue la notion de calcul de risque rapidement, en disant c'est. Ouais. Enfin, calmez-vous, c'est pas la fin du monde, quoi. Et si ça rate, et alors? Ouais. Voilà. Même si ça rate, c'est une façon aussi d'engranger l'expérience, des Ouais. lessons learned. Donc, effectivement, elle me fait prendre conscience de la façon dont un entrepreneur raisonne, en fait. Tu vis Mm. avec le risque. D'abord, il t'appartient de faire en sorte que ça se plante pas. Et puis, si ça se plante malgré tous tes efforts, bah, OK, fair enough, I've learned something. Tu C'est vois? génial, effectivement, la façon dont elle t'accompagne. Oui, Oui, effectivement, voilà, on a ce dialogue, là, je me souviens. Ouais. une vie, ouais, rejoindre effectivement, chasseur de tête, on est aussi là pour ça, pour essayer de faire Ouais, ouais, absolument. accompagner les uns et les autres Absolument. sur ce pont Absolument. entre les différentes Je ne opportunités. cesse de clamer ça. Ouais. Si je peux vous faire une minute c'est pas de la pub, c'est une minute d'hommage. Il faut absolument que tout camarade RH de petite structure, qui donc a peu d'argent, qui donc hésite à vous appeler sur des missions parce que c'est beaucoup de sous en apparence, enfin, je trouve, une fois qu'on a trouvé les bons partenaires, qui Mm. nous comprennent, qui voient qui on cherche, pourquoi, comment, Ouais. etc. Évidemment, c'est une relation partenariale, ok, de Mm. long terme de préférence, pas un one shot. On n'est pas au marché aux bestiaux là. Mais une fois qu'on a ça, c'est un investissement et oui, ça se paye. Ouais. Cette lecture d'une trajectoire individuelle de quelqu'un qu'on va amener dans un collectif, à partir du moment où le quelqu'un va percuter ce collectif, il va le faire pivoter aussi, c'est normal, surtout à la taille de nos petites structures. Enfin, Bien quand on sûr. est 100, on amène une personne, ok, on a tout d'un coup fait pivoter 1% du truc. Et en Mm. fonction du niveau d'impact de la personne, en plus, beaucoup plus parfois. Donc voilà, donc il faut quelqu'un de subtil, dont c'est le métier, qui a un œil. Mm. Il faut trouver le bon, c'est pas que les autres soient mauvais, mais le bon pour nous, Oui, exactement. qui Ouais, résonne, ouais. avec, voilà, Mm. Bien pour sûr. qui notre aventure résonne en ce moment, et voilà. Et Mm. une fois qu'on a ça, c'est hyper précieux, il faut le garder. Merci Voilà, Anne-Juliette non pour mais, cet hommage à notre métier. bah non mais vous êtes d'une certaine manière mon équipe élargie, quand j'appelle un groupe de chasseurs, c'est pour ça quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà et Effectivement, on est, ouais, ouais, on est là pour décrypter les différents exactement écosystèmes. ça. Nous Effectivement, challenger aussi. Tu positionnes pas le job au bon bien sûr. endroit. Si tu le mets là, il va se passer Ouais, ça. Attention à l'impact que tu crées à tel endroit. exactement. Enfin, voilà, c'est Mais même là, un dialogue. ce que Virginie te dit, effectivement, quand tu rentres dans une plus petite structure vraiment très entrepreneuriale, tu vis le risque. Ouais. Effectivement, et ça, Et du coup, sont des mots aussi, tu deviens plus à l'aise avec, en fait. effectivement, Beaucoup plus. Enfin, que alors, on se doit de prononcer quand on ouais, quitte un grand groupe. Je ouais. trouve ça super Je crois qu'il faut être honnête. intéressant. Je crois qu'il ne faut pas vendre, Ouais. voilà. Mais il faut expliquer que vivre avec le risque, c'est pas si grave. En fait. Exactement, C'est juste, exactement. tu l'as jamais fait, donc Ouais. tu sais pas. Mais t'inquiète, ça se vit très bien. Non mais ouais, non mais c'est ça. On décrypte les différents écosystèmes entre l'entreprise d'où tu viens et celle où potentiellement tu peux aller. Effectivement, on se doit d'adapter notre sémantique pour Ouais. préparer l'individu à ce qu'il arrive finalement dans un nouvel écosystème. Ouais. Et tu vois, moi, je le dis beaucoup aujourd'hui où je suis en frontline pour recruter des gens dans une biotech. Mm. C'est partie des choses que je déguise pas, tu vois. Ouais. Donc, je vérifie soit en le verbalisant, soit sans le verbaliser, mais parce que ça se voit et ça se décrypte, l'adaptabilité de la personne à cet environnement-là, Mm. comment la personne va réagir dans un univers qui porte ce risque-là, comment Ouais. la personne va le porter, avec Mm. quel degré de confort ou d'inconfort, ou j'essaye de voir quand est-ce que ça touchera les bords et que ça vraiment trop d'incertitude et d'inconfort pour la personne. Enfin, Ouais. tu vois, il faut beaucoup, Bien sûr. beaucoup évaluer ça. Ouais. Moi, j'arrive en 2019 chez Nano. Alors, j'ai pas répondu à ta question sur ce qui m'avait attiré, mais en fait, je plonge, c'est-à-dire qu'une fois la notion de la question de la pesée de risque, tu vois, exit, sortie grâce à Virginie, et aussi parce que de toute façon, j'avais plus envie de rester où j'étais. Donc, à la limite, les jeux étaient faits. Enfin, D'accord. donc la question de risque que tu prends, elle devenait presque secondaire. Donc ça, je l'ai évacué très vite. Ce que je savais pas du tout mesurer, c'était ce qu'était vraiment cette industrie, la spécificité de ces métiers, tu vois. Mais ça m'intéressait beaucoup d'apprendre ça. Et puis, ce qui m'a plu, c'était les gens, quoi. J'ai vu des entrepreneurs. Moi, je racontais à l'intérieur d'une grande boîte sur des slides l'intrapreneurship, mais j'avais jamais vu de vrais entrepreneurs. Ah non, évidemment que non. Et donc là, je les ai vus, tu vois, parler de leur boîte avec c'était même plus de la passion, c'était leur vie.
Ce Ouais, truc cet alignement ouais, entre... c'est Ouais, tout. bien sûr. Ouais. Voilà, et puis en disant viens ici, non seulement viens comme tu es, mais viens pour qui tu es. C'est-à-dire, il n'y a pas cette façade Mm. corporate qui est une nécessité dans une grande entreprise. Hein, et vu les Ça, je volumes, suis bien tu d'accord vois, avec il faut toi. être Oui, normé, oui. et si tu es trop dénormé, c'est illisible, ça n'aide rien, Ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. Et Non. il y a une bonne Ouais. raison pour laquelle ça fonctionne pas, donc je ne le critique pas. Je l'ai pratiqué, moi, le costume Mm. corporate, il a un sens dans cet Oui. environnement-là. Mm. En revanche, ici, il en aurait zéro. C'est-à-dire, ici, ta puissance, c'est Mm. d'être absolument aligné, authentique, de savoir pourquoi tu te lèves le matin, quand ça Ouais. merde, de le dire, quand t'es pas bien, de le dire, d'appeler les autres à la rescousse. Enfin, ici, c'est la transparence absolue Oui, je suis d'accord. dans Ouais, ton attention, ouais. et voilà, c'est un atout, c'est ce qu'il faut. Et je Mm. crois que c'est ça que j'ai vu en fait, dont j'avais tellement envie et besoin, j'avais besoin de retrouver ça. Et puis j'ai vu aussi des universitaires, des académiques, donc ils m'ont rappelé ma jeunesse, quoi. Enfin, il y avait un côté, vous, je vous connais. Je comprends rien à ce que vous faites, mais je vous connais. Parce qu'il y a 20 ans, 25 ans, je vous avais autour de moi au réfectoire de l'ENS, et je vois très bien qui vous êtes. Et je trouvais ça très sympa. Il y avait un côté Et c'est boucle à intéressant, boucle. tes mots sont intéressants. Effectivement, on peut pas tricher Non, dans non, une aventure de ce non, type. tu peux pas. Quand je refais le film, tu perds ton père, tu fais un burn-out, effectivement, tu fais tomber le masque. C'est-à-dire Ouais, que tu n'as plus besoin ouais, de ce filtre ouais. qui est une nécessité en corporate. C'est Tu- maintenant qui je suis, qu'est-ce que je fais là, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Excellent. Voilà. C'est- Bah, excellent, je sais pas, c'est beaucoup de, ouais, il faut passer par des moments un peu plus rough, c'est où Ouais, la matière résiste un peu, tu vois, voilà. ouais. Et cela dit, même quand j'arrive, tu vois, je suis pas dans un niveau de calme et de sagesse et de recul, tu vois, je suis encore dans cette boulimie, manie, intensité, je parle à 2000 à l'heure, je pense à 2500 à l'heure, et hop, 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 hop. Ce qui, alors, est pas mal dans une bibliothèque où ça va très vite, mais tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée il y a 5 ans chez Nano, wow, 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 m'a aussi appris à poser, là, trier, et à comprendre que l'impact, c'est pas forcément l'ultra-intensité tout le temps, quoi. Ouais. Oh. Les batailles, on les laisse tomber, ça, c'est entre les mains de quelqu'un qui est bien plus compétent que moi, cool. Là, par contre, tu entres, parce que ce train-là, il faut l'orienter correctement. Mmh. Et là, personne d'autre autour peut le faire que toi. Donc ça, c'est sur tes épaules, c'est toi. C'est ta responsabilité d'entrer et de le faire. Ouais. Donc là, tu y vas. En revanche, là, laisse aller. C'est sûr. Enfin, là, tu évoques effectivement peut-être un point aussi important. Oui, chez AXA, tu avais un super poste, super niveau, etc. Mais tu restes néanmoins Ah, t'es un parmi, un parmi. absolument. Là, tu es aux Totalement manettes. indispensable. Et ouais, là, tu es aux manettes de la boîte. Chaque décision que tu Ouais. vas prendre avec Ouais, absolument. tes trois compères va avoir un impact direct sur la vie de l'entreprise. Ouais. Et sur sa soutenabilité, ouais. ou éventuellement. Et tu vois, on a navigué, alors je peux supposer que chaque génération navigue en eau trouble à chaque fois et a ses propres contraintes et ses propres... Mais voilà, nous on arrive en 2019, on se prend une pandémie en 2020, boum, arrêt des arrêts cliniques, plus d'accès aux hôpitaux, Voilà. tout le plan de dev à plat, tout va bien, tout va bien. On réussit quand même une IPO sur le Nasdaq fin 2020. Bon, improbable, mais hop. Voilà. Après, donc il y a un moment d'euphorie et de bulle biotech, et puis ça se casse la figure. Fin 21, tout 22, marasme, guerre en Ukraine. On lançait un essai pivotal, un essai de phase 3, le vrai essai qui t'emmène à l'enregistrement, tu vois, et on le lançait par des sites, parce que ça se fait assez classiquement, qui étaient en Russie, en Europe de l'Est. Ah oui, d'accord. Allez, on commence dans l'autre sens. Ah ouais. Enfin, voilà, donc on a été vraiment, on a navigué comme tous nos collègues dans D'ailleurs, ce secteur. je le reprécise effectivement pour 4-5 ceux ans. qui nous écoutent, mais c'est ce qui rend le marché de la biotech parfois compliqué, Ouais. c'est le coût des essais cliniques Bien sûr, qui sont bien sûr. exorbitants. Voilà, c'est comme Bah ça, mais effectivement, c'est à manager au quotidien, ça doit, en plus avec des Ouais, problèmes ouais. géopolitiques par ailleurs. Par ailleurs, Waouh. bien sûr, et C'est- comme tout entrepreneur, effectivement, tu as ton mur de cash. ouais. Voilà, c'est comme toute start-up, hein, tu ne Ah, vends bien sûr, rien, ouais, donc tu n'as pas de ouais. chiffre d'affaires. Hein, et Tu ne fais que tu- brûler du exactement, cash, du tu brûles cash, ton du cash. cash. Alors Ouais. tu investis, bien sûr, mais il faut le brûler très intelligemment, en Exact, prenant le temps. C'est une donnée fondamentale chez nous, le temps compte.
3 mois de retard, c'est pas bon, allez, 3 mois de retard. Non, c'est 3 mois de cash. C'est, tu vois, c'est 3 mois de Ouais, bien patient qui sûr. entrent pas dans les essais. C'est 3 mois de délai dans la lecture de résultats. C'est beaucoup pour nous. Alors que Bien sûr. probablement pour une grande pharmaceutique et une surface financière différente, les arbitrages se font mais tout à fait différentes. Mais nous, non. Donc voilà, alors c'est ce que j'aime beaucoup. À la longue, je Ouais. l'ai découvert ça. Je n'ai pas rejoint ça pour ça parce que je ne le savais pas. Ça fait partie de ce que j'ai Ouais, appris. tu l'as découvert à travers Ouais, le j'ai poste. découvert, oui. Ouais. J'ai pas pris le poste parce que je connaissais cette industrie, ni même parce que je comprenais la place particulière de la biotech dans l'écosystème santé et dans la chaîne de valeur par rapport à ce que c'est faire une grande femme. Non, j'ai pas du tout pris pour ces raisons-là. Je l'ai pris parce que les gens m'ont plu, parce que j'ai senti une étincelle de vie qui m'a parlé, parce que ça m'a intuitivement paru être un endroit où je serais bien, où j'avais un truc à faire, je sais pas quoi. Non, mais c'est ce que je trouve génial. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, pardon. Pour moi, hors norme, c'est effectivement, je dis souvent, souvent on me dit, mais c'est qui, c'est quoi des gens hors norme? Mais c'est des gens comme toi, des gens qui ont osé s'écouter. Et quand j'écoute ta carrière, même si effectivement chez AXA, tu avais besoin d'un filtre, mais c'était en connaissance de cause. Et effectivement, c'était aussi pour bien fonctionner au sein d'une entreprise de cette taille-là, Bien qui sûr. passe par le public, le privé aujourd'hui, au sein de. Mais à chaque fois, tu oses t'écouter. Tu te dis, ok, est-ce que je suis finalement aligné avec qui je suis par rapport à ce que je vais faire dans l'écosystème dans lequel je Ouais, vais évoluer. C'est absolument, très marqué absolument. chez toi. En plus, effectivement, alors peut-être plus au moment où tu quittes AXA pour des raisons aussi personnelles, où effectivement tu passes encore, on a l'impression que tu passes une étape Oui, il y a un cap, ouais. personnelle, où effectivement à chaque fois tu te repositionnes pour être 100% aligné entre qui tu es et l'environnement dans lequel tu es pour être bien, tout simplement. Ouais, bah là, c'est devenu difficile de plus l'être, tu vois. Alors après, c'est jamais Disneyland, hein, Bien sûr. tu vois, Mais euh, en tout cas, il vaut mieux être aligné avec soi pour affronter ce que ouais, tu as à faire au quotidien. c'est clair, Ouais. c'est clair, c'est clair. Tu as toujours des choix. Il y a toujours une année où ça se passe moins bien que tu voudrais, je sais pas moi, une décision business dont tu estimes qu'elle devrait t'appartenir et pas à ton collègue, et ça t'énerve. Et même en biotech, ça peut arriver. Tu vois, tu as Ouais. des territoires, tu as des façons de faire, tu as des visions. Parfois, ça clash. Tu peux estimer que, ouais, tu vois, mais tu arrives à te libérer. Alors, je pense que c'est vrai dans beaucoup de startups, hein, quand tu passes dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es beaucoup moins gouverné par ce que je vais appeler des externalités, c'est-à-dire la question de ton statut, la question Ouais. de ton salaire, la performance. C'est hyper important, mais ta performance, tu la vois tous les jours. C'est-à-dire l'entreprise, elle Ouais. continue à vivre, elle se développe ou pas. Enfin, tu vois, it hits the ground. Tu vois assez vite si ça marche, tu vois. Donc, même si tu peux avoir des moments d'impatience, même si tu aimerais être augmenté plus ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, Ouais, bien sûr. des moments de frustration parfaitement humains qu'on connaît tous, ou des moments. Mais tu as quelque chose de plus gros. Enfin, à la fin, c'est du bruit presque inutile. Oui, oui, Tu vois, tu te ressens bien sur sûr. autre chose. Tu as pris à bras le corps un projet qui est un projet Mm. de vie. Enfin, voilà. Ouais, non, mais Et- c'est le parallèle avec la grande entreprise est intéressant. Il n'y a pas les mêmes. non, C'est là où effectivement, en termes sous le champ de la compétence, c'est là où effectivement quelqu'un de grand groupe, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, ne développe pas les mêmes non, compétences. ce ne sont pas les mêmes muscles, absolument. Et c'est aussi pour ça, effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant le passage que tu fais de AXA à Nano, parce que effectivement, sous le champ de la compétence, hormis le fait qu'effectivement, risqué par risqué, juste sous l'angle de la compétence, c'est un vrai challenge. Parce qu'effectivement, Mhm. tu as beau avoir déjà fait une belle carrière derrière toi, tu rebats l'écart, tu remets tout en jeu à ce moment-là, parce que c'est pas. Alors souvent, moi, dans ma carrière de chasseur depuis 15 ans, j'entends encore parfois certains imaginer que parce qu'ils ont fait la grande entreprise, ils pourront Faire tout. faire tout. Mhm. Mais non, c'est impossible. Non. Ça fonctionne d'ailleurs rarement. Il y a des gens qui ont effectivement cette adaptabilité, comme toi, parce que moi, je pense qu'effectivement, il y a aussi une démarche personnelle Mm. d'essayer de se comprendre. Si on se comprend mieux, on peut peut-être
s'adapter un peu mieux à un nouvel environnement. Mais s'il n'y a pas ce chemin de fait là, c'est compliqué même pour quelqu'un effectivement qui vient d'un grand groupe, même plus pour quelqu'un qui vient d'un gros, pour aller s'adapter à la plus petite. Ça peut être périlleux Ça peut être périlleux, comme ouais. passage. Ouais, tu peux être perdu, ouais. Ah Ouais, ouais. c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec les candidats, euh, qui peuvent avoir des backgrounds divers, mais certains viennent et c'est la première fois qu'ils se laissent tenter par une sorte d'aventure Ouais. non corporate. Exotique. Exotique, exactement. Et donc, de fait, ils arrivent friands d'exotisme, c'est le mot, persuadés que ça va être super fun, oh là là, ça dégage une énergie, oh là là, ce que vous me dites sur la gouvernance, trop bien, etc. Mais vous voyez que leurs drivers sont encore dans le monde, vous voyez que leur filtre et leur mode de raisonnement, et c'est OK, ça se déconstruit petit à petit, mais il faut vraiment se rendre compte de ce que ça prend pour le déconstruire. Et c'est cyclique, enfin, ça se fait pas en une fois, et ça prend un moment, quoi. Après, vous avez aussi des gens qui, qui arrivent avec un gros toolkit, la grosse boîte à outils qu'ils ont bien développé, bien étoffé en grand corporate, et donc, I know how it's done. Ok, tu sais quoi, je sais comment on va approcher ça, et phase 1, phase 2, phase 3, phase 3. Et je leur dis souvent, elle est super votre boîte à outils. Imaginez maintenant que vous arrivez dans un endroit où, ok, la perceuse électrique, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, vous allez chercher dans la boîte à outils l'outil le plus simple, le minimum viable, mais qui marche. Tu vois, c'est une autre manière d'utiliser cette question. Ouais. Sélectionnez ce que vous savez faire, et dans tout l'arsenal de ce que vous savez faire, ne prenez que ce qui est utile ici. Prenez le système là où il est. Même si vous avez l'intime conviction qu'il faut l'emmener à un autre endroit encore, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous recrute, c'est pour que vous nous aidiez à grandir encore, à progresser encore dans notre lecture, dans notre capacité à faire telle ou telle chose. Donc, amenez tout ce savoir, mais amenez-le d'une manière où vous pouvez nous prendre où on est pour nous faire grandir. Donc, il va falloir que vous vous déshabilliez un petit peu, parce que les procédures, les process auxquels vous êtes habitués, non, ne seront pas exactement les mêmes ici. Les façons de penser ne seront pas les mêmes, les façons de vendre une idée ne seront pas les mêmes. Et voilà, quoi. Est-ce que pour terminer cette interview aujourd'hui, justement entre ta singularité, entre qui tu es, toi, Anne-Juliette, et aujourd'hui l'environnement dans lequel tu te trouves, est-ce que tu as trouvé, malgré tout ça, une forme d'équilibre, ou en tout cas, est-ce que tu es bien là où tu es? Eh bien, écoute, je crois que oui. Je crois que oui aux deux questions. C'est un chemin qui n'est jamais fini. Voilà. Mais tu vois, j'arrive à un point... j'arrive à un point d'impact qui me plaît. J'arrive à balancer... Je ne sais pas si je vais dire balancer la réflexion et l'action, parce que tu peux pas agir sans penser, c'est difficile de penser uniquement en chambre sans agir derrière. Ça va ensemble, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais en tout cas, oui, je sens pas que l'un est atrophié, ou voilà, j'ai à la fois les capacités d'agir, et quand je dois prendre une heure pour réfléchir à un truc, je le fais avec plaisir. Il y a une sorte de fluidité entre les deux qui est un point d'équipe qui me va, effectivement. C'est pas un hasard d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui on fait ce podcast. Il y a 2 ans, né dans le guidon, au cœur de la crise, j'aurais même pas pris le temps de le faire. Voilà, donc il y a un point d'équilibre. Je sens dans ce que tu as évoqué, effectivement, tu as une gestion de ton effort qui a radicalement changé. Radicalement, ouais. Alors, je fais pas de sport, par exemple, tu vois, j'ai pas cette hygiène de vie qu'ont beaucoup de patrons, ou de ça, c'est le truc avec lequel je résiste. Moi, je suis bonne vivante. Dès que j'ai 2 minutes, je vais pas faire du sport, je vais faire de la cuisine. Tu vois, c'est tout à fait lamentable pour mon tour de taille, hélas. Mais ça, c'est moi en tant qu'épicurien, je ne peux que être d'accord. Hein, tu vois. Mais en même temps, je me ressource, ouais. Je réfléchis à d'autres trucs, je vois d'autres gens, j'ai plaisir de temps en temps. J'ai un réseau de copains, d'anciens collègues, on parle, voilà, je lis des trucs, j'écoute des podcasts RH. Non, je me nourris. Ouais, on sent que c'est marrant parce que c'est. Enfin, je fais un petit parallèle aussi, pareil, j'entends souvent. Je rencontre souvent évidemment des personnes, la personne que tu fus chez AXA, effectivement, toujours à bloc, j'ai pas le temps, etc. J'étais en apnée, hein, tu vois. C'est ça, exactement. Alors, pour ces personnes-là, c'est presque contre-intuitif, parce qu'aujourd'hui, tu es à la tête d'une boîte. On pourrait se dire, bah, tiens, elle a encore moins de temps.
Et non, Ouais. tu te gères et gères tes efforts et tes priorités différemment. Ouais, alors c'est peut-être parce que je suis pas seule, on est une équipe, Non, bien déjà, sûr, à la tête j'entends, d'une boîte, tu j'entends. vois, c'est pas... Alors, Non, mais tout ouais, mais comme t'es tous les... patron d'une petite fonction quelque part dans une boîte, t'es pas multipatron, en fait, Ouais. tu vois. Merci beaucoup, Anne-Juliette. Je t'en prie, merci Merci tout pour tout ce temps. super temps de partage. Merci de nous avoir. En tout cas, moi, on avait déjà plusieurs fois échangé et j'ai ravi de te comprendre encore mieux. En tout cas, cette faculté que je suis assez impressionné en fait de cette faculté que tu as de cette approche systémique que tu as d'aborder. Euh, En fait, tu me fais penser à comme je suis ancien sportif, je fus footballeur, comme tu le sais. Souvent l'entraîneur dit, mais faut que d'abord déjà vois loin pour faire la passe, tu vois, vois loin pour ensuite, Lille, voilà, tout le machin. exactement. Et je n'ai pas arrêté de penser à ça en t'écoutant. C'est exactement ce que tu fais. Tu vois loin, enfin, les solutions déjà lointaines Ouais. pour ensuite voir. Enfin, les 3 ou 4, parce qu'il y en a toujours plusieurs. Exactement, en fait, il y en a pas qu'une. exactement. Pour Alors, si ensuite on fait ça, évaluer si on- ouais, t'évalues vachement bien tu cartographies assez vite en fait hein, Ouais. l'environnement dans lequel tu vas évoluer pour effectivement voir les différentes options de la plus lointaine à la plus proche pour ensuite décider de là où finalement tu passeras le ballon. Mais je trouve ça assez pour moi, l'analogie était évidente tout le long de l'entretien. Ça, alors, tu vois, je suis très éloignée du sport. Là, tu viens de me... Tu vois, je te réconcilie. Ouais, absolument. Voilà. Absolument. Tu sais quoi, je vais me mettre au foot en équipe vétéran, en équipe escargot. Oui, mais à la fin, on fera un bon repas quand même. Ouais, c'est ça. C'est l'esprit. Exactement. Merci beaucoup, Jess. Merci Super Anne-Juliette. sympa. Merci beaucoup, merci à tous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis avec Anne-Juliette. Comme d'habitude, si vous avez des questions, interrogations, je serai évidemment ravi d'y répondre. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.